Mesdames et messieurs, au nom de la faculté de médecine, j'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement, cette leçon d'adieu du professeur Armin Schneider. Armin Schneider obtient un diplôme de médecin à l'université de Bâle en 1985 et un doctorat en 1986. Il se spécialise ensuite en neurologie à Berne et Zurich, puis effectue un séjour de recherche au Neurobehavioral Program à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, grâce à une bourse du Fonds national de la recherche scientifique. En 1998, il arrive à Genève où il est nommé professeur adjoint au département des neurosciences cliniques de la faculté de médecine de l'université et médecin-chef du service de neuroéducation des HUG où il développe les spécialités de la rééducation neurologique et orthopédique. Il est promu à la fonction de professeur ordinaire en 2006. Ses travaux de recherche, soutenus depuis plus de 30 ans par le FNS, concerne essentiellement les troubles de la mémoire et en particulier la confusion de la réalité et les confabulations. Armin Schneider a ainsi découvert un mécanisme permettant la synchronisation de la pensée avec la réalité en cours, mécanisme qu'il nomme le filtre orbitofrontal de la réalité. Cette découverte fait l'objet d'une monographie, The Confabulating Mind, How the Brain Creates Reality, parue chez Oxford University Press. Il dirige pendant plusieurs années les départements hospitaliers et académiques des neurosciences cliniques et depuis 2019, il est le président du Collège des médecins-chefs de service des hôpitaux universitaires de Genève. Nul doute que sa compréhension particulière concernant la confusion de la réalité lui a été fort utile dans sa gestion de ces grémiums assez particuliers. Par ailleurs, Armin Schneider s'investit fortement dans l'enseignement prégradué en neurologie et en neurorééducation, de même que dans la formation postgraduée des internes. Et s'adressant à une audience plus large, il a écrit un livre d'introduction pour les médecins et les psychologues sur la neurologie du comportement, et plus récemment, un ouvrage pour le grand public, Le cerveau lésé, parcours de patient. Expert du lien entre l'imaginaire et la réalité, Armin Schneider a su transformer des ambitions rêvées en réalisations très concrètes. Il a notamment fait de la neurorééducation genevoise une discipline de pointe, tant au niveau académique qu'hospitalier, et contribué ainsi à l'essor et à la réputation des neurosciences genevoises, bien au-delà de nos frontières. Il sera nommé professeur honoraire dès le 1er mai 2024. Notons aussi qu'Armin s'intéresse à cette relation subtile entre la réalité et sa perception par notre cerveau, à travers différentes activités, et notamment une pratique assidue de la photographie, et ce avec un talent et une modestie qui le caractérisent. Merci Armin pour tes nombreuses contributions pour notre université, et nous réjouissons de t'entendre pour ta leçon d'adieu, mais avant cela, je vais passer la parole au professeur Arnaud Perrier, directeur médical des hôpitaux universitaires de Genève. Merci beaucoup, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, cher Armin. Oui, regarde par ici quand même. J'ai déjà eu l'occasion de te parler en mon nom personnel et de te dire toute l'estime et l'amitié que j'ai pour toi, et puis aussi de te remercier au nom de tous tes collègues pour ces années au service du Collège des chefs de service. Le président est toujours au service et ça n'est en effet pas toujours un grémium facile. Mais aujourd'hui, c'est la tradition. Bertrand Levrat n'est pas là, mais il a tenu à s'adresser à toi par mon entremise. Cher Armin, donc, nous avons cheminé avec bonheur ces dernières années, c'est lui qui le dit. J'ai pu apprécier en toi le grand médecin, clinicien, enseignant et chercheur de talent, nous permettant de mieux comprendre les mécanismes cérébraux. Et pour reprendre la couverture de ton dernier livre, tu vois, il a eu du succès, chercher à comprendre How the Brain Creates Reality. J'ai surtout apprécié en toi à la fois l'engagement du chef de service, la diplomatie déterminée du chef de département et le leadership soutenant et constructif du président du collège des chefs et chefs de service. Et je pourrais dire exactement la même chose en mon nom propre. Tu as été un professeur marquant de notre institution, un leader dans ta discipline et surtout un homme généreux dans ton engagement institutionnel au service des patients, de la recherche et de la communauté. Photographe éclairé et amoureux de l'esthétique, tu as également permis de faire entrer le dessinateur Patrick Tondeux dans l'univers des neurosciences, ce qui a éclairé d'un jour nouveau l'engagement des équipes et l'humanité de votre profession.
Je tiens en mon nom, c'est toujours Bertrand Levrat qui parle, et au nom de l'ensemble des HUG à te remercier pour ton engagement remarquable, pour ton soutien constant. Tu es un homme de grande qualité humaine et professionnelle que je suis très heureux d'avoir pu rencontrer et apprendre à connaître. Armin, merci. Monsieur le doyen, monsieur le directeur médical, cher Antoine, cher Arnaud, merci beaucoup pour ces mots très flatteurs, très sympathiques qui m'ont fait beaucoup plaisir. Je vous remercie, remercie tous d'être là, si nombreux, vous dépassez mes plus grands espoirs. Merci beaucoup d'être là. Et je souhaite la bienvenue en particulier à mon épouse Andrea qui est là, Patrick, mon fils, avec Christine, et mon frère Peter avec Ursula. Merci aussi d'être présent aujourd'hui. J'ai prévu de vous présenter un peu mon parcours, ce qui m'a finalement fait atterrir à Genève il y a 26 ans. Je vais après vous expliquer brièvement cette recherche sur la perception de la réalité pour enfin parler de la neuroéducation au fil du temps, comment moi je l'ai vu et vécu pendant ces 26 ans. Donc pour commencer, j'ai eu la grande chance de grandir dans une des belles régions de la Suisse, à Schupfheim, dans l'Entlebuch, au canton de Lucerne. Et là, vous avez une photo, une image, une vue de ma maison de famille, une très belle région. Et je crois que j'avais à peu près 11 ou 12 ans quand j'ai déjà su que je veux devenir médecin. C'était évident. Et c'est à peu près à cet âge que on a eu le premier cours sur la photographie, le développement des films, et tout ça m'a totalement saisi. J'étais fasciné par ça, et à partir de là, à part le fait que je voulais devenir médecin, c'était clair que tout le temps libre était juste dans les photos. Et j'avais 15 ans quand j'étais un des deux photographes du journal local, le Entlebucher Anzeiger, un des deux photographes. J'avais une licence de presse de la Suisse centrale et j'ai demandé à mon père qu'est-ce qu'il dirait si je voulais devenir photographe. Et sa réponse était, bien sûr, tu peux devenir photographe, mais d'abord tu fais des études. Ce que je fais. Donc ça, c'est les photos un peu de cette période. Voilà. Et donc, après la maturité à Lucerne, je suis allé à Bâle pour les études. Et je crois de nouveau, c'était très vite que j'ai su que c'est la neuro pour moi. C'était, si mon souvenir ne me trompe pas, c'était lors de la première leçon sur le développement du système nerveux de la grenouille que j'ai eu l'idée, ça doit être la neuro. Évident, n'est-ce pas? Et j'ai aussi bien aimé les cours d'anatomie, d'histologie parce que ça me permettait de dessiner. Moi, j'ai appris l'anatomie en dessinant, pas toujours de cette précision, mais j'étais même dans le musée d'anatomie pour faire encore des dessins. Donc ça m'a fasciné. J'ai bien aimé faire ça. Et bien sûr, je n'ai pas eu le temps tellement pour travailler pour des journaux. J'ai quand même continué à faire la photo. Donc ça m'a continué à me fasciner. Bon, après mes études, j'avais la chance d'avoir le premier poste de médecin au service de neurologie à l'hôpital universitaire de Berne, dans une des légendes de la neurologie suisse, le professeur Marco Mumenthaler. Et j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à mon premier chef de clinique, le professeur Heini Matle, et mon deuxième chef de clinique, Matthias Sturzenegger, de l'époque, mes tout premiers chefs de clinique. Et de nouveau, je suis quasiment par hasard tombé sur le sujet qui a continué à me fasciner en particulier. J'aimais toute la neurologie, je dois dire, mais très vite, c'était la neurologie cognitive qui m'a attiré. Et c'était un hasard, Heini se souvient peut-être, c'était cette patiente, après un mois, qui pouvait rire fortement, mais quand je lui ai demandé de produire la grimace ou la mime du rire ou gonfler les joues, elle était totalement incapable. Ça me paraissait très psy, je dois dire. Mais après, j'ai vite appris que non, ce n'était pas du tout une question psy, c'est une apraxie idiomotrice, un trouble très spécifique qui pointe sur un problème de l'hémisphère gauche. Et dans ce cas, c'est une grande plaque, d'une sclérose en plaques qui a posé ce problème. Et c'est devenu ma première publication, on voit avec Heini, sur l'apraxie, bien sûr. Et les images que vous voyez là, c'était les dessins que j'ai faits pour ma toute première présentation en neurologie. Eh bien, vous devinez, sur l'apraxie, bien sûr, pour expliquer ce qui était le problème. Et ça, c'était le modèle anatomique, comment je l'ai expliqué à l'époque.
Mais je voulais absolument apprendre ce domaine, la neurologie cognitive. Et le meilleur endroit à l'époque pour apprendre ça, c'était l'unité de neuropsychologie à l'hôpital universitaire de Zurich, où il y avait un certain docteur Landis qui était le chef de cette unité. Probablement la grande majorité des personnes ici savent que le professeur Landis est devenu le professeur Landis, chef du service de neurologie ici aux hôpitaux universitaires de Genève. Je crois que c'était en 94 jusqu'en 2010. Teddy, bienvenue, plaisir que tu es là. Donc c'est lui qui m'a dit à l'époque, ah, bien sûr, tu dois faire la voie académique, bien sûr, tu dois faire ton habilitation et bien sûr, tu dois maintenant partir à l'étranger. Et comme ça, j'ai reçu une bourse du Fonds national pour passer 2 ans de recherche à Los Angeles, à l'Université de Californie. Et c'est une magnifique expérience. C'était une fabuleuse université qui avait la deuxième plus grande bibliothèque scientifique du monde après le NIH. Donc il y avait tout. Et on avait sur tous les étages des spécialistes. On trouvait un spécialiste sur tous les coins du cerveau à peu près. C'était très, très fascinant. Et j'ai fait des articles sur l'apraxie, agnosie visuelle, sur le travail, la publication la plus importante était sur la difficulté de personnes cérébralisées à comprendre le sens de prix de l'environnement. Il y a des patients après qui ont, après une lésion cérébrale, confondent la frappe à la porte comme téléphone, ce type de problème. Et j'ai vu que selon l'endroit où on a la lésion, le mécanisme de ce trouble diffère. Alors, c'était 2 années de découverte fantastique pour moi. Et bien sûr aussi un peu découverte photographique, comme vous imaginez. Là, j'ai développé le plaisir pour la photo de paysage. Juste pour montrer quelques exemples, ça c'était dans notre quartier Westwood. Terrible. Ça c'est Joshua Tree, ça c'est Arches National Park. Donc on avait eu 2 ans très très positifs avec ma nouvelle épouse, Andrea à l'époque. Après ça, je suis revenu à Berne, où j'étais dans le service du professeur Christian Hess. Et après, je suis vite devenu chef de clinique dans le service de neuroéducation de la doctoresse Hélène Marcus, qui m'a appris ce domaine. Et j'ai vite vu que j'étais totalement fasciné par ces troubles cognitifs, et j'ai vite vu que je n'étais pas le seul à me fasciner pour ça, et que les internes étaient aussi intéressés par le domaine. Sauf qu'il n'y a pas aucune littérature en allemand pour ça. Donc j'ai écrit le premier livre sur la neurologie du comportement en 97, deuxième édition en 2004, qui a eu un certain succès. Je reçois encore de temps en temps des demandes et j'envoie le PDF. Et récemment, quelqu'un m'a dit qu'il l'avait trouvé sur eBay pour 380 francs. Vous riez, mais moi j'ai dit « It's worth every penny of it ». Et quelques années plus tard, Fabienne Perren, je n'ai pas encore vu. Voilà, elle a fait une traduction de ce livre que j'ai mis à jour, qui est paru en 2008. Et pour continuer encore dans cette ligne, j'ai aussi réalisé que ce n'est pas juste les médecins et les psychologues qui s'intéressent à ce domaine, mais un peu tout le monde s'y intéresse. Tout le monde est fasciné par les problèmes qui peuvent survenir après une lésion cérébrale. Donc j'ai tranquillement, sans hâte, j'ai écrit un livre vraiment pour tout le monde qui donne des exemples de patients, des discussions avec des patients, les examens, décrit leur évolution, etc. Donc maintenant, un livre qui est pour le bureau et un autre qui est pour la table de nuit. Revenons à Berne. De nouveau, c'est un peu un hasard que je suis tombé sur le sujet de recherche que j'ai pratiqué après quasiment pendant 30 ans. C'était une de mes premières gardes de nuit. On avait une patiente qui avait une petite lésion au centre du cerveau. Ce qui s'y intéresse, c'est une lésion de la capsule interne à droite qui déconnecte donc le lobe frontal. Et cette personne avait une amnésie. Ça, ce n'était pas une grande surprise, mais la patiente n'était pas du tout consciente de ce problème. Donc, quand je l'ai vue 2 jours après, elle avait déjà fait les valises. Elle disait qu'elle pouvait rentrer maintenant, ce qui n'était pas du tout vrai. Ça était confabulé. Elle pensait qu'elle avait eu la physiothérapie avec moi le matin, ce qui aurait été un très mauvais choix. Mais de toute façon, j'étais fasciné par ce trouble. Il paraissait comme si cette patiente était un peu déplacée dans le temps. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus avec le professeur Goodprot qui est là quelque part. Nous en sommes mis ensemble, on a commencé à explorer cette patiente, tous ces problèmes.
Et ça, c'est devenu mon programme de recherche. Et j'aimerais juste plutôt, comme presque parenthèse, vous présenter une patiente qui explique ce problème. C'est pas juste des confabulations, mais on voit que c'est une vraie confusion de la réalité de ces patients. Ça, c'est une juriste, à peu près 38 ans, qui a la malchance d'avoir une encéphalite limbique, c'est-à-dire une inflammation au milieu du cerveau où il y a des structures qui sont importantes pour la mémoire. Je suis avec elle dans sa chambre d'hôpital, écouter cette discussion. Par ailleurs, elle est extrêmement amnésique, elle retient quasiment pas d'informations. Vous me connaissez? Je crois qu'on s'est jamais vu encore. C'est jamais vu. Enfin, je sais, enfin, on s'est vu, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Très bien. Ni l'un Avez-vous contre une l'autre. idée pourquoi on est ici, dans cette chambre? Moi, oui, parce que j'ai une cliente. Mais on en reparlera devant le juge. Enfin, il faut tout discuter les statuts des deux, enfin, ce qu'ils veulent, voir. Je pense qu'ils veulent rester ensemble. Oui. C'est une procédure de divorce, mais ils veulent rester ensemble. Enfin, je crois. Ça, c'est quel endroit ici? Ça s'appelle comment? On est au tribunal ici. Vous connaissez ma ça profession? Vous êtes juriste? Enfin, avocat? Je Juge? Je porte une blouse blanche. Juge? Vous pensez que je suis juge? Je sais pas, c'est marqué médecin-chef de service. C'est marqué sur votre... Et qu'est-ce que ça signifie? Vous n'êtes pas le juge alors. Qu'est-ce En que fait, ça, oui. c'est plutôt le côté scientifique que vous regardez, la qualité, enfin, ma qualité de père. Et c'était pas juste que la patiente a parlé qui était intéressant. Pendant des semaines et des semaines, elle a continué à agir selon ça. Donc la nuit, elle s'est levée pour aller chercher les fichiers pour préparer les séances au tribunal de demain. Et ça continue pendant des semaines. Donc la patiente ne raconte pas juste quelque chose, elle est dans cette mauvaise réalité qui est tirée de son ancienne réalité. Donc ça fait beaucoup d'expérience, mais l'expérience qui finalement a permis de séparer ce type de patient d'autres patients qui ont le même degré de trouble de la mémoire, même degré de l'amnésie, c'était la suivante. Dans cette expérience que nous avons exploitée par la suite, en toutes les formes, les patients doivent... Alors, on va une image après l'autre, il faut juste indiquer si une image se répète. Donc, vous voyez là, ça serait non, 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 je n'ai pas encore vu, au quatrième, on dirait oui, j'ai déjà vu, etc. C'est un test qui est conceptuellement extrêmement simple, même des personnes avec des troubles cognitifs sévères peuvent faire ça. Mais l'astuce de cette expérience, c'est la suivante. On a répété, après à peu près une demi-heure, 40 minutes, etc., on a répété précisément la même tâche. Mêmes images, juste mêlées différemment. Et la tâche est d'indiquer si une image se répète dans le passage en cours. On pourrait aussi dire si une image se répète dans la réalité du passage en cours, dans les réalités en cours. Et l'hypothèse était, si la capacité de savoir quel est le rôle, qu'est-ce que je dois faire maintenant, dépend de la capacité de stocker cette information, les patients devraient avoir des difficultés à reconnaître des réapparitions des stimuli. Si par contre leur problème est que si un stimulus s'active, on ne peut pas le distinguer, on ne peut pas distinguer s'il se réfère au présent ou est-ce qu'il se réfère à une autre réalité, à ce moment-là, les patients devraient avoir des difficultés à dire non, cette image, je n'ai pas encore vue dans le passage en cours, même s'il est familier. Et le résultat que nous avons obtenu dans différentes expériences, c'était toujours le même. C'est là où les patients ont des difficultés. Ils ont une augmentation des faux positifs d'un passage à l'autre. Donc, ils pensent de plus en plus que oui, je viens de voir ça dans cette réalité. C'est en fait le souvenir se réfère à quelque chose d'avant. Donc, ça signifie que notre perception de la réalité, le fait qu'on sait que c'est 2024, qu'on est ici à Genève, etc., est beaucoup plus une capacité d'exclusion que d'apprendre Genève 2024, etc. Et une fois qu'on a eu cette expérience qui est spécifique pour ce trouble, on a vu que les personnes qui reprennent la réalité, qui retrouvent la réalité, ont de nouveau plus de difficultés avec cette tâche. Donc ça distingue bien. Et ça nous a donné un moyen maintenant d'explorer le mécanisme physiologique derrière ça. On peut utiliser ça pour faire l'imagerie fonctionnelle avec des sujets sains, avec l'électrophysiologie pour savoir quand le processus s'active. Et ça, c'est l'anatomie de ce trouble. Là, vous voyez une superposition qui est en gris. Ça, c'est la superposition de lésions cérébrales de patients. Et ça, c'est des patients qui ont juste une amnésie, qui ne confondent pas la réalité. Et comme vous voyez, il y a... Maintenant, ça va.
Donc, vous voyez qu'il y a des lésions un peu partout. Beaucoup de régions du cerveau contribuent à la mémoire. Il y a peut-être une certaine position particulièrement importante dans cette région. L'hippocampique, vous connaissez peut-être, c'est une structure qui est très importante pour former des souvenirs. Toute une autre anatomie chez les patients avec des lésions localisables qui confondent la réalité, qui ont le même degré de trouble de la mémoire, mais confondent la réalité. Vous voyez que leurs lésions se superposent dans cette région, ce qui est le cortex orbitofrontal, cette région. Donc, on peut dire que cette partie postérieure du système limbique est évidemment importante pour stocker des informations. Cette partie est importante pour toujours garder le sens de la réalité. Et le modèle que j'en ai déduit, je ne peux pas vous montrer plus d'expériences, mais je peux vous promettre pour tout ce que je dirai maintenant, je pourrai vous donner des expériences que nous avons faites. L'idée, c'est la suivante. Si une pensée s'active, un souvenir s'active, soit par une autre pensée, soit par quelque chose qu'on perçoit, il y a après à peu près 170-180 millisecondes un signal d'encodage qui vient de cette structure là-bas. Donc l'idée, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce qui se passe avec cette trace de mémoire est enregistré. Après 200-300 millisecondes, il y a ce filtre que je vais montrer un peu, qui s'active et qui distingue entre réalité ou non-réalité. Dès que la pensée ne trouve pas de corrélation dans la réalité, il y a un signal qui a une influence sur l'activité cérébrale. Donc à partir de là, nos pensées, nos souvenirs sont dans un format réalité ou imagination, quand nous les percevons à peu près à 400-600 millisecondes. Donc avant même que nous connaissions le contenu de nos pensées, cette région-là, orbitofrontale, a déjà décidé à donner un signal si la pensée qui s'active se réfère au présent ou pas. D'où aucune possibilité pour nous maintenant de changer notre sens de la réalité. Je ne peux pas vous dire maintenant qu'on est à Lausanne et que c'est 2027. Impossible. Et ça explique que nos patients ne peuvent pas changer consciemment leur perception de la réalité. Et probablement ça explique aussi que demain, je saurai si j'ai aujourd'hui pensé quelque chose ou si je l'ai vraiment vécu. Parce qu'au moment de l'encodage, ces deux types de pensées étaient dans des formats différents. Je vais parler cet après-midi un peu sur quel est le mécanisme de base de ça. Chez nos patients, c'est ça qui se passerait. Une pensée est activée. Oublions pour le moment l'encodage. Mais maintenant, il n'y a pas de filtre. Donc, tout passe comme si c'était la réalité. Donc, la patiente ne peut pas distinguer entre réalité ou non. Et pour notre patiente, ça signifie, si elle voit un fichier, si elle voit un ordinateur qui lui rappelle son travail de juriste, elle est dans ses pensées de juriste. C'est les mémoires qu'elle a à disposition. Donc, aucune possibilité de corriger ça. J'ai trouvé ça tellement fascinant, je dois dire, sur les années, et j'ai vu qu'il y a aussi d'autres confabulations et de personnes qui disent des choses bêtes et qui ne sont pas dans une fausse réalité. Et j'ai, en lisant la littérature, aussi réalisé que nous tous avons des faux souvenirs. Si vous êtes absolument convaincu de la clarté d'un souvenir, d'un événement, je dois vous dire malheureusement, non, ce n'est pas du tout une garantie que votre souvenir est correct. Désolé pour cette déception. Donc ça m'a tellement intéressé que j'ai écrit un premier livre là-dessus en 2008 qui contient donc tout sur ce mécanisme, sur toute forme de confabulation et aussi sur nos faux souvenirs. Et j'ai refait une deuxième édition 10 ans après. Et le plaisir était que je pouvais supprimer le dernier chapitre du premier livre parce que ce que j'avais mis dans un chapitre d'hypothèse était tout testé par des expériences. Donc, j'ai pu l'intégrer dans l'idée de ce mécanisme. Revenons brièvement à Genève, 98. En 98, j'étais nommé donc professeur et médecin-chef ici à Genève. J'ai fait ce trajet. Et la mission a été de monter la neurorééducation, deuxièmement, de monter aussi la rééducation orthopédique, dont je ne connaissais rien. Mais heureusement, j'ai trouvé des personnes très compétentes qui ont fait ça. Et troisième mission, c'était de voir ce qu'on voulait faire avec le centre de paraplégiques. Et cette période, c'était une période assez intéressante. Dans cette période, la neurorééducation ressemblait un peu à une guerre des religions. Il y avait des concepts très stricts, Bobat, Perfetti et autres, qui étaient à quelques endroits, c'était appliqué d'une façon stricte. Et comme ça, par exemple, je me souviens d'un patient qu'on avait à Berne, grand saignement dans le cerveau, paralysie complète de la moitié du corps, une hémiplégie, mais qui a réappris à marcher.
Et après, il était transféré dans une clinique qui appliquait une de ces méthodes de façon stricte de l'époque. Et 2 mois après, il est revenu en fauteuil roulant, tout fier, parce qu'on lui avait dit, s'il ne bouge pas, ça se passe ici, cette rigidité qu'on a souvent avec ce type d'atteinte, ça serait mieux de contrôler s'il ne bouge pas. Ce qui est une absurdité, bien sûr, aujourd'hui. Mais c'était aussi la période quand il y avait beaucoup d'études qui sortaient qui ont dit que le cerveau est quand même capable à s'adapter un peu. Il y avait des études qui ont montré, d'abord chez l'animal et après aussi chez l'être humain, que si quelqu'un a juste une faiblesse, imaginons-nous une faiblesse de la main, pas une paralysie complète, mais une faiblesse de la main, si une personne s'entraîne fortement à utiliser cette main, on a d'abord, bien sûr, une amélioration, une récupération, mais deuxièmement, on voit que cette amélioration est accompagnée d'une certaine réorganisation du cerveau, telle qu'une région qui représente normalement les mouvements de l'épaule peut commencer à servir pour diriger la main. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En fait, tout apprentissage dépend de ses capacités du cerveau à faire de nouvelles connexions, stabiliser des connexions, et tout ça est appelé la neurorééducation. Et on sait que cette phase est particulièrement importante dans les premiers à peu près 100 jours après un accident vasculaire. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution typique pour, je crois que c'était à peu près 250 personnes qui étaient dans cette étude, l'évolution typique qu'on a. Et le score que vous voyez ici, c'est un score sur les activités de la vie quotidienne. Donc, est-ce qu'on peut s'habiller, est-ce qu'on peut brosser les dents, est-ce qu'on peut aller à la toilette, etc. Donc, et le maximum, c'est 100 points. Donc, c'est vraiment des activités de base de la vie quotidienne. Est-ce que vous voyez ces deux choses? La première est toute évidente. Les patients qui ont une atteinte sévère, ça c'est les patients ici en noir, ça c'est les patients qui quantitativement récupèrent le plus, c'est un peu logique. Et bien sûr, ils arrivent à un niveau inférieur que ceux qui ont une atteinte légère. C'est un peu, disons, évidence la vie, bien sûr, c'est comme ça. Il vaut mieux ne pas avoir une lésion sévère. Mais le deuxième point très intéressant, c'est que cette courbe devient plate après à peu près 100 jours. Et on sait que dans ces premiers 100 jours, la biochimie dans le cerveau change. Dans ce premier 100 jours, il y a des facteurs de croissance qui s'activent, des facteurs inhibiteurs, les transmetteurs changent. Dans ces premiers 100 jours, le cerveau est particulièrement capable à se réorganiser. Donc, on essaye au maximum d'exploiter cette période des premiers 100 jours. Et c'est l'art des thérapeutes, bien sûr, d'adapter à ce moment-là les thérapies au maximum de ce que les patients peuvent faire. Et je peux vous assurer que nos thérapeutes sont des vrais artistes dans ça. Et ils sont aussi assistés plus récemment par des robots. Ça, c'est une machine que nous avons, un robot, vous voyez, qui ajoute un exosquelette, qui ajoute juste la force que la patiente ne peut pas produire. Donc, cette patiente ne serait pas capable de marcher, mais là, évidemment, avec cette machine, c'est possible. Nous avons un autre robot où le patient est dans un harnais comme cette patiente qui est attaché à un robot qui est au plafond. Le patient peut librement bouger et dès qu'il chute, le robot le retient. On a ce type de machine. Et ce qui est assez étonnant, vous voyez, il y a eu une étude assez récente, une revue, qui a dit qu'on aurait besoin de traiter seulement 8 patients dans la phase précoce avec ces moyens robotiques pour avoir un patient supplémentaire qui reprend la marche. C'est impressionnant. On a la même chose pour les membres supérieurs. Ça, c'est une machine qui soutient le bras. Comme ça permet au patient déjà de faire des exercices s'il n'a pas encore la force. Et dès qu'il a un peu de force dans la main, il a un capteur ici qui lui permet de faire des exercices en réalité virtuelle. Vous imaginez, c'est beaucoup plus stimulant que juste pendant des heures faire quelque chose comme ça. Là, on peut travailler à un objectif précis. Mais dès que les patients peuvent faire ça, il faut les sortir de ces machines. Et c'est vraiment l'art des thérapeutes à ce moment-là, adapter les thérapies telles que ça constitue toujours un défi pour les patients. Une des questions que nous avions, c'est est-ce qu'on pourrait appliquer le même principe aux fonctions cognitives? Et il y a une évidence claire et nette que l'idée d'entraînement intensif joue aussi pour les fonctions cognitives. Je joue juste brièvement une patiente qui a une aphasie, la perte de la parole très spécifique pour une atteinte de l'hémisphère gauche. Si vous écoutez ces patientes, vous réalisez qu'elle doit faire un grand effort. Vous cherchez des
des gâteaux. Mais il est en train de tomber dans son banc. Il y a d'autres aphasies où les personnes n'entendent pas, ne comprennent pas le langage et parlent comme si de rien n'était. Mais là où vous entendez l'effort, ce qui est bien prouvé entre-temps, c'est que si des personnes avec une aphasie ont une thérapie intensive, dans les premiers temps, ils vont d'une part améliorer leur langage et clairement, ce qui est encore plus important, ils auront une meilleure communication à 3 et 6 mois. Donc là, l'évidence qu'une thérapie intensive est nécessaire est clairement donnée. Mais nous avons voulu voir est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose sur l'ordinateur. Et il y a quelque part, Lacanaro, que j'ai vu avant. Voilà. Donc c'est elle qui était assistante à l'époque chez nous, logopédiste et après assistante de recherche, qui a développé des magnifiques protocoles de thérapie sur ordinateur pour le trouble qui est commun à tous les patients avec trouble du langage, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver des mots pour dénommer des objets, ce qui s'appelle anomie. Donc elle a développé plusieurs modules, je vous montre juste un module comme ça, où le patient devrait maintenant trouver le nom de ce papillon, bien sûr. Donc s'il ne trouve pas le mot, il peut demander un peut-être et le début est donné. Et après, comme ça, on compose le mot. Donc vous voyez, il faut faire un effort pour ça. Et dans tous les modules qu'elle a développés, il faut un effort du patient à trouver les mots. Et le résultat était assez frappant. Ça fonctionne. Les patients améliorent la dénomination. Nous étions déçus, mais pas surpris par le fait que ça se limite aux mots qu'on entraîne. C'est comme si vous apprenez une autre langue. Bien sûr, si j'apprends dans une autre langue à dénommer le couteau, ça veut dire que je peux aussi dénommer la fourchette. Ici, c'était le même effet. Mais quand elle a doublé le nombre de mots, on avait en pourcent le même, de nouveau, le même pourcentage d'amélioration, donc on a pu augmenter cet effet de ces thérapies. Elle a par la suite développé tout un programme de recherche pour étudier le mécanisme physiologique de ça, et sans surprise, tu es aujourd'hui professeur et vice-doyenne à la faculté de psychologie. Donc ça, c'est pour les troubles du langage qui sont typiques pour atteinte de l'hémisphère gauche. Prenons une autre atteinte très typique qui apparaît typiquement après une atteinte de l'hémisphère droit, qui s'appelle héminégligence. C'est l'incapacité de percevoir, d'intégrer ce qu'il y a du côté gauche. Et là, c'est une patiente qui, juste après cette photo, s'est plainte auprès de l'infirmière qui était à droite, qu'elle n'a pas reçu les légumes qu'elle voyait dans l'assiette de la patiente qui est située à droite. Donc, elle était incapable d'intégrer ça. Donc, c'est un trouble qui est très bizarre. C'est pas juste qu'on ne voit pas ce qu'il y a du côté gauche, mais c'est l'impossibilité de se concentrer vers le côté gauche. Encore pire, beaucoup de ces patients ne sont pas conscients du fait qu'ils sont inconscients du côté gauche. Vous imaginez, c'est très difficile de traiter ça. Là aussi, nous savons qu'un entraînement intensif a un effet. Les patients peuvent apprendre à s'orienter mieux vers le côté gauche. Et ça, c'est comment un tel patient ferait une des tâches où la tâche est tout simplement, à l'instar de ce que fait l'examinateur, de marquer le milieu de toutes ces lignes. Et que vous voyez que non, ce patient fait ça beaucoup trop à droite et néglige les lignes qui sont à gauche. Donc, si on voit ça, on voit que c'est pas juste, pas suffisamment d'attention pour le côté gauche. On a l'impression que là, il y a trop à droite. Le patient quasiment figé du côté droit. Et professeur Ptak, que je n'ai pas vu, il sera là cet après-midi, il a organisé le symposium, il a mené beaucoup de recherches, beaucoup de projets là-dessus. Et un résultat qui est revenu très régulièrement, c'est que si on montre un stimulus à droite pour un tel patient, eh bien, toute l'attention vers le côté gauche est abolie. Il faut juste un petit stimulus à droite. Je vais vous montrer une petite expérience que nous avons fait il y a quelques années, qui démontre bien ce problème de trop de concentration vers le côté droit. Là, la tâche des patients est de distribuer 120 points de façon aléatoire ou équilibrée plutôt sur l'écran. Et dans une condition, si le patient clique, le point reste sur l'écran. Dans l'autre condition, bien sûr, l'endroit où le patient a cliqué est enregistré, mais l'écran reste blanc.
Donc, il n'y a pas de trace de ce qu'il a fait. Et la différence de comportement est assez spectaculaire. Là, vous voyez une patiente représentative, quand elle a le feedback, donc les points restent sur l'écran. Regardez comment elle distribue les points. Vous voyez qu'elle va tout de suite à droite, et après elle revient plusieurs fois au même endroit où elle était déjà. Donc, clair, toute la concentration est maintenant à droite, n'est-ce pas? Même patiente, voilà, même patiente maintenant, quand l'écran reste vide. Donc maintenant, elle peut distribuer, mais l'écran, elle n'a pas de feedback. Regardez comment elle met les points maintenant. C'est un comportement qui est complètement différent, comme vous voyez. Voilà, c'est ce qu'elle produit dans cette situation. Et ça, c'est le résumé sur, je crois qu'on avait 12 ou 16 patients, tous les points qu'ils ont mis à gauche quand ils ont un feedback et à droite quand l'écran reste libre. Donc, clairement, il a trop d'attention vers le côté droit. Et c'est ça, c'est cette observation qui donne l'idée que peut-être il ne faut pas juste explorer le côté gauche, en principe activer l'hémisphère droit, peut-être il faudrait plutôt freiner l'hémisphère gauche. Et ça, c'est l'approche que le professeur Niffeler, qui a appris, qui était interne chez nous il y a 23 ans, 24 ans. Il était interne chez nous, et maintenant il est chef de service à Lucerne et professeur à Berne. Il a utilisé la méthode de stimulation transcrânienne magnétique. Dans cette méthode, vous mettez cette bobine sur le crâne, le courant électrique induit un champ magnétique qui, peut-être dans 2 cm de profondeur dans le cerveau, se traduit de nouveau en électricité. Le cerveau n'est pas sensible, donc ça fait pas mal, mais ça stimule les neurones. Et selon la fréquence et la durée de cette stimulation que vous utilisez, vous pouvez soit inhiber, soit activer une région du cerveau. Alors, ce qu'il a fait, donc, c'est inhiber quasiment l'hémisphère gauche, une partie importante pour l'exploration, et le résultat était très important, et tu l'as publié dans plusieurs publications là-dessus, avec un protocole bien défini. On a réussi à diminuer l'effet de l'héminégligence dans les activités de la vie quotidienne de façon significative, et ça tenait apparemment jusqu'à 3 mois, ce que vous avez trouvé. Donc c'est assez spectaculaire, et je peux juste confirmer, des fois on a des patients qui avec leur fauteuil roulant, cognent à gauche, entrent dans le mur tout le temps. Après cette stimulation, ils peuvent passer dans le couloir sans cogner à gauche. C'est pas pour tout le monde. Dans cette publication, tu as aussi montré que ça dépend de l'anatomie. Il faut par exemple que les 2 hémisphères soient en communication, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est une autre idée de stimulation. Il y a maintenant une recherche très, très intense sur les différentes stimulations, soit avec cette méthode où on utilise des courants électriques. Je ne sais pas si le professeur Hummel est déjà là, il sera certainement là l'après-midi, qui est de l'EPFL. Il essaie aussi de faire des stimulations à différentes fréquences, telles qu'on peut trouver le point d'interférence et diriger dans quelle profondeur le cerveau est stimulé. Donc là, il y a encore beaucoup à développer, et donc ça sera très intéressant. Mais actuellement, je crois que cette application est la seule qui est cliniquement vraiment pertinente, et ça, je dis, pas pour tout le monde. Alors, il y a quand même des limites. On ne peut pas tout réparer, malheureusement. Il y a par exemple la règle que si vous voulez bouger un membre d'un côté, il faut impérativement que le signal vienne du cortex moteur de l'autre hémisphère, qui est ici, ça c'est le cortex moteur, et que cette information passe par un faisceau au nom de faisceau pyramidal. Il n'y a aucune autre voie, il n'y a pas la possibilité que l'autre hémisphère pourrait remplir cette tâche. Ça, c'est une exigence absolue. Maintenant, mon succès, le professeur Kuckisberg, a fait beaucoup d'études sur les conditions qui font que le cerveau peut récupérer, peut moins bien récupérer. Je mentionne juste une étude où il a précisément testé ce que je viens de vous dire. Il y a maintenant des méthodes d'imagerie où vous pouvez aussi visualiser ce tractus, ce que vous voyez là. Ça, c'est le faisceau pyramidal maintenant chez un patient. Et il a trouvé que si ce câble est interrompu après 10 jours à peu près, on doit malheureusement prédire que la personne n'a quasiment pas de possibilité de vraiment récupérer. Maintenant, il a aussi trouvé d'autres méthodes, d'autres résultats. Par exemple,
il a étudié la connectivité dans le cerveau. Il y a d'autres, selon la situation, il a aussi la possibilité évidemment de stimuler. Donc là, il n'y a pas de possibilité Et bien sûr, ces personnes ont particulièrement besoin de réhabilitation. Si vous avez un bras qui est totalement paralysé, vous devez changer votre technique pour vous habiller, vous devez changer vos habitudes pour couper la viande, etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être offrir à de tels patients qui ont donc une interruption ici? Alors, vous avez peut-être lu des exploits des équipes de l'EPFL, du professeur Courtine, pour faire remarcher des patients paraplégiques. Donc, la méthode qu'ils ont utilisée, c'est fantastique, la technologie, c'est qu'ils mettent des électrodes sur le cortex moteur. Ça, c'est traduit par un ordinateur qui est à l'extérieur et le signal est donné sur des électrodes qui sont sur la moelle épinière et qui donnent les impulsions électriques pour induire la marche. Fabuleux, c'est technique. Déjà, le développement des électrodes, c'est fantastique. Donc, est-ce qu'on pourrait s'imaginer quelque chose comme ça pour nos patients hémiplégiques? Là, il faut dire qu'on est très loin d'une application concrète. Mais peut-être, on peut rêver. On peut se demander si ça serait utile. Je crois qu'en ce qui concerne la marche, on n'a pas vraiment d'intérêt. Si une personne, même avec une paralysie complète, retrouve un équilibre, elle peut réapprendre à marcher. La plupart de ces personnes peuvent réapprendre à marcher. Donc, je ne vois pas d'intérêt à mettre des électrodes pour faire bouger le côté quadriplégique qui tient le poids des patients. Et en plus, il y a maintenant le développement d'orthèses en périphérie, par exemple, qui sont sensibles à l'accélération et à la pesanteur, telles que le pied se lève quand le patient avance. Et je crois que plutôt que ce type de technologie entrera en clinique ces prochaines années. Là où on aurait vrai intérêt, c'est pour les patients qui ont une paralysie complète du bras et de la main. Ça, c'est extrêmement limitant. Comme j'ai dit, vous s'habillez quand vous avez une main qui n'est pas fonctionnelle, un bras qui ne fonctionne pas. Ça, c'est très difficile. Donc là, on aurait un intérêt. Mais vous voyez tout de suite que la complexité est beaucoup, beaucoup plus grande pour la marche. Si on simplifie l'idée de la marche, n'est-ce pas? Si on simplifie, c'est un peu mettre un pied devant l'autre. Donc, il y a un côté stéréotypé là-dedans. Par contre, pour la main, il n'y a aucun mouvement stéréotypé qui serait utile. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. La main doit toujours agir vers un objet ou dans une certaine direction. Donc, pour le moment, c'est loin de quelque chose de maîtrisable, mais nous avons tous vécu l'introduction du portable, par exemple. S'il y a 40 ans, on n'aurait pas pensé qu'on peut téléphoner sans un câble. Donc, on peut formuler quelque chose juste en termes de complexité. Ce n'est pas exclu pour l'avenir. C'est mieux que si on dit que conceptuellement, c'est impossible. Mais en résumé, je crois que pour la marche, on n'a probablement pas besoin de tel développement. Et pour le bras et la main, la complexité énorme telle que c'est vraiment pas pour demain. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer pour ce type de patient qui ont une lésion beaucoup plus étendue? Ce que vous voyez là, encerclé, les parties sombres sont la région du cerveau qui sont détruites après un AVC. Ça donnera un trou après quelques temps et du tissu, une cicatrice. Donc impossible de... Maintenant là, vous voyez le problème. On ne pourrait même pas dévier quelque chose. On ne peut rien enregistrer sur le cortex parce que le cortex est détruit. Alors là, je ne vois pas de possibilité, même avec les investissements de Elon Musk, que des électrodes pourraient résoudre ce problème. Là, si on veut vraiment rêver, la seule possibilité, ça serait peut-être si ce serait une méthode biologique. Si on pouvait y mettre des cellules qui reprennent cette fonction. Cellules souches, vous avez tous entendu parler de ça. Mais là, les défis sont énormes. Il faut déjà d'abord s'assurer que ces cellules tournent en tissu neuronal plutôt que juste une tumeur, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ces neurones devraient pousser dans la bonne direction pour être utiles plutôt que nuisibles. Donc, c'est vraiment très, très complexe. Mais il faut nous dire, il y a des équipes ici à Genève, en particulier, qui sont vraiment au devant de la scène dans l'étude du développement du système nerveux. Et donc peut-être par ce biais, on trouvera un jour une solution. Mais pour le moment, si vous regardez la liste des facteurs qui interviennent dans le développement du système nerveux, ça vous donne tout de suite le vertige. C'est loin de quelque chose de maîtrisable, voire de quelque chose d'applicable. Donc impossible. Je crois, ça c'est même pas pour après-demain. Mais bien sûr, il faut quand même aider ces personnes. Et il faut dire qu'à peu près
au moins 90% des personnes qui viennent chez nous, toutes les personnes ont une atteinte sévère, sinon on ne vient pas chez nous. Mais là, 90% des personnes sortent de l'hôpital dans un état qui n'est pas le même que celui qu'ils avaient avant l'attaque. Je crois que le plus grand progrès qu'on a vu ces 20 dernières années, c'est que dans la phase précoce, au moment que les personnes ont leur AVC, qu'on intervient dans cette situation où on peut, si la personne est vite à l'hôpital, on peut réouvrir le vaisseau et on peut souvent empêcher l'apparition d'une telle catastrophe. Ça, c'était le plus grand changement qu'on a vu. Mais donc, pour une personne qui est dans cet état, qui a la plégie du bras, qui a peut-être perdu la parole, bien sûr, les patients aimeraient récupérer, mais comme je vous ai montré, il y a des limites. Mais une personne qui est handicapée quand même, elle a besoin d'une compensation. Et cette compensation est par d'autres stratégies de mouvement, par exemple. En partie, c'est par des moyens auxiliaires. Personne qui ne peut plus marcher a, par exemple, besoin d'un fauteuil roulant, n'est-ce pas? Donc ça, c'est tout le travail de la neuroréhabilitation. Et après, nous allons plus loin. Imaginez-vous une personne en fauteuil roulant, eh ben, il faut peut-être s'assurer qu'elle peut entrer dans son appartement, qu'elle peut aller à la toilette, que les portes sont suffisamment grandes. Donc ça, c'est tout le travail de nos thérapeutes. Et après, on organise le soutien nécessaire pour ces personnes à domicile. Et cas échéant, si c'est une jeune personne et s'il y a une possibilité de reprise professionnelle, on a aussi des thérapeutes pour accompagner ces personnes dans la reprise professionnelle. Donc on peut offrir beaucoup à ces patients, on peut leur donner une indépendance, mais souvent c'est une indépendance qui est un peu adaptée. Ok, qu'est-ce que je fais à partir de la semaine prochaine? Doyen a fait une allusion. Tout d'abord, je vais prendre un petit recul et observer ces développements scientifiques avec une petite distance, comme le doyen a dit. Je serai professeur honoraire, ce qui me laisse tout l'accès à la littérature scientifique. Et je vais élargir mes intérêts un peu au-delà des neurosciences. Là, je me réjouis évidemment. Bien sûr, je vais reprendre la photographie. Je dois encore m'enthousiasmer pour la photographie digitale, même si ça apporte des couleurs. Mais je suis encore un peu argentique. J'ai le temps pour reprendre une peinture un peu plus sérieuse, peut-être lors d'une randonnée. J'aurai le plaisir de lire, et ça c'est le type de littérature que j'aime bien. Je laisse les meurtres communs à mon épouse. Et bien, j'ai repris le violon il y a quelques années. Je l'avais appris à peu près à 20 ans et j'ai jamais bien appris. Donc pendant presque 40 ans, j'ai sorti mon violon 1 ou 2 fois par année quand j'étais sûr qu'il n'y avait personne dans la maison. Mais depuis quelques années, j'ai de nouveau des leçons. J'ai beaucoup de plaisir à jouer. J'ai maintenant l'autorisation de jouer aussi quand il y a quelqu'un dans la maison. Et je ne sais pas encore, n'est-ce pas? C'est pas encore garanti que cette carrière aboutisse à quelque chose de grandiose. En tout cas, et ça je vous dis en toute confidentialité, donc ça reste entre nous, j'ai bien pris note du fait qu'après 2 ans de leçons avec moi, mon prof de violon a décidé de prendre une retraite anticipée en Égypte. Je vais remercier pour finir. C'est un peu difficile après 26 ans de mentionner des personnes spécifiques sans oublier d'autres. Donc j'aimerais d'abord remercier notre équipe de neurorééducation, une équipe très compétente, motivée, positive. Et c'est pas évident en neurorééducation de garder un esprit positif. C'est une fabuleuse équipe de thérapeutes, de personnel administratif, de médecins, etc. Et pour moi, un des grands plaisirs des dernières années, c'est quand les patients me font un compliment sur la qualité de mon équipe. C'est un peu fort, ils le disent comme ça et je partage leur avis. C'est une excellente équipe. J'ai inclus aussi l'équipe de recherche qui a fait un magnifique travail ces derniers temps, les doctorants, postdoctorants, etc., qui ont évidemment réalisé toutes les études. Et après, j'avais la chance d'être dans un département où, entre les chefs de service, on a toujours eu un esprit d'entraide plutôt que défense de terrain. Et c'est très agréable dans une telle fonction si vous pouvez discuter avec vos collègues dans un esprit positif. Après, pendant toutes ces années, j'ai toujours eu l'impression que j'avais l'écoute de la direction. La direction s'est intéressée à notre domaine, a permis de développer notre domaine. Et la faculté qui nous a soutenu la recherche et l'enseignement, et finalement le Fonds national
qui a donc soutenu ma recherche pendant 34 ans. J'avais en permanence 1 ou 2 subsides et sans ça, évidemment, la recherche serait pas possible. Et je remercie mon épouse, Andrea, qui était évidemment le plus grand soutien pendant ces 35 ans passés. Et Patrick, pour la tolérance qu'il a de temps en temps renoncé à l'époque à quelques matchs de foot qu'on aurait bien aimé jouer, n'est-ce pas? Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je suis très touché par votre présence si nombreuse. Vraiment très honoré par votre présence. Merci beaucoup. Merci Armin pour cet exposé qui te ressemble, hein, c'est riche, ça ouvre l'esprit, ça nous fait naviguer dans ce cerveau lésé, dans les possibilités de le rééduquer, de le faire reprogresser, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel. Et puis aussi tu ajoutes cette touche d'humour, cette finesse, ces belles photos. Et donc merci pour toutes tes contributions, merci pour cette magnifique leçon d'adieu, cette épaisseur humaine que tu donnes à une discipline scientifique que tu as contribué à développer, à faire rayonner. Et puis, comme il se doit, tu as le kit de celui qui va partir à la retraite en tant que professeur honoraire avec, je crois que il y a 2 sacs. Ah oui, alors, évidemment, un livre supplémentaire. Je ne suis pas garant de la qualité des photos, elles seront peut-être un peu décevantes, mais en tout cas, il y a le poids des images. Et donc, à mettre dans ta table. Et puis, ici, les habits pour porter et continuer de porter haut et fort les couleurs de la faculté, le UDHUG, et puis te souhaiter tout de bon pour la suite. Et puis, donc, il y a maintenant un apéro à l'extérieur, et puis cet après-midi, un symposium scientifique. Donc, on fait les choses comme il faut. Bravo, merci encore. Merci Antoine. Merci. Merci à toi.